Bonjour à tous, en lien avec le hors-série de Ciel et Espace sur l'astrophotographie, je vais vous parler du logiciel Photoshop qui reste relativement incontournable dès lors qu'on essaye de faire de la photographie. Alors Photoshop évidemment il a la réputation d'être très cher, ça a longtemps été le cas, mais depuis quelques années en fait Adobe a changé sa politique et en fait je pense qu'ils avaient conscience qu'ils étaient massivement piratés. Et tout simplement parce qu'en fait le logiciel était devenu un petit peu incontournable et que pour un particulier, dépenser de l'ordre de 1000 euros dans un logiciel, c'est un peu inabordable. Donc ils ont changé leur fusil d'épaule et ils ont créé les licences Creative Cloud, qui sont en fait des abonnements où on en paye tous les mois. Et là d'un coup ça devient un peu plus raisonnable, c'est de l'ordre de 15 euros par mois pour avoir accès à Photoshop et Lightroom. Et puis après, il y a d'autres formules si on veut avoir accès en plus à Premiere et à tout un tas d'autres logiciels proposés par Adobe, mais qui sont des logiciels du coup un petit peu plus professionnels. En tout cas, la licence pour juste accéder à Photoshop et Lightroom, elle est devenue quand même relativement abordable. Alors évidemment, si on fait de la photo qu'une fois tous les 6 mois, ça reste un peu cher. Mais si on décide de s'y mettre un petit peu sérieusement et de pratiquer régulièrement, c'est relativement raisonnable par rapport aux capacités de l'outil. Alors la première chose que je voulais montrer sur Photoshop, en fait beaucoup de gens pour trier leurs photos, pour ce qu'on appelle les développer, c'est-à-dire faire les réglages de balance des blancs, etc., utilisent le logiciel Lightroom, donc qui est aussi un produit d'Adobe. Et en fait, Lightroom, c'est un peu un sous-produit de cette époque où la licence de Photoshop était très chère et c'était une version un peu plus démocratique. La licence de Lightroom coûtait entre 100 et 200 euros de mémoire, donc elle était totalement abordable. Et en fait, aujourd'hui, Lightroom, pour moi, n'a plus trop de raison d'être, parce qu'en fait, tous les outils qu'il y a dans Lightroom, ils étaient déjà présents dans Photoshop, mais beaucoup de gens n'en ont pas conscience, en fait. La façon d'utiliser Lightroom, en fait, ça revient beaucoup à utiliser Camera Raw, qui est le module dans Photoshop, justement, pour développer des images RAW. Donc, je vais aller chercher quelques images, j'en ai mis de côté, voilà. Là, j'ai de quoi faire un timelapse par exemple, et c'est typiquement le cas en fait. Si on veut faire un timelapse, si les images brutes telles qu'elles sont ne nous conviennent pas sur la balance des blancs ou quoi que ce soit, si on les a enregistrées au format RAW, eh ben on va avoir aucun problème pour les corriger, pour les modifier comme on veut. Donc là, c'est un exemple, je vais faire simple, je vais simplement ouvrir, 5 images dans ma série, je fais ouvrir ici. Donc là, c'est bien des fichiers RAW, là c'était des fichiers Canon, donc des fichiers CRW. Et donc j'ai ce module ici qui s'ouvre. Je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on peut faire dans ce module tellement il est riche, mais simplement les fonctions principales. On a ici un panneau de contrôle qui permet de régler tout ce qu'on veut dans l'image quasiment. Donc là, on a l'exposition, par exemple, si on trouve qu'elle n'est pas assez exposée. Là, par exemple, si je me mets à 0, on voit que la Voie lactée qui était sur la gauche de l'image, on ne la voit pas trop. Donc, alors que si on force, d'un coup, elle devient assez bien visible. Par contre, si je force, là, j'ai encore un petit peu de crépuscule. Les hautes lumières vont devenir un peu claires, voire surexposées. Donc si je veux retenir mes hautes lumières, ici, je peux abaisser les tons clairs. Ça va, on le voit en particulier sur les fenêtres éclairées là. On voit que si j'abaisse le ton clair, ça va nettement éviter la surexposition. Mais j'ai pas perdu ma Voie lactée ici. Inversement, on peut faire une toute autre stratégie. Là, je remets tout à 0. Si on veut juste accentuer ce qui est dans les très basses lumières, dans les tons foncés, je peux juste ici tirer sur mon curseur de ton foncé. Alors là, il va chercher dans les tons très foncés, donc c'est pas... voilà. C'est pour ça que j'ai pas fait ce réglage en premier, je préfère directement toucher à l'exposition. Voilà, et j'abaisse mes tons clairs. Ensuite, ici, on a la balance des blancs avec 2 curseurs, température et teinte, pas forcément à ajuster. En tout cas, ici, on a des... Si on prend lumière naturelle, on va avoir quelque chose équivalent à la lumière du jour, en fait. Donc ça fait un bon point de départ.
Et là, si je prends nuageuse, on voit que ça devient trop orange. Avec un réglage ombre, c'est pire. Donc on peut un peu tout essayer. Là, tungstène, c'est assez joli en fait, hein. On voit tungstène, là, on récupère un beau ciel bleu, mais pour le coup, c'est un peu exagéré, c'est pas vraiment crédible. En fait, le problème qu'on a souvent sur des photos de nuit, là, c'est au pic du Midi. Et bien qu'on soit au pic du Midi, sous l'un des meilleurs ciels de France, on est quand même embêté par la pollution lumineuse, hein. Si je me mets en lumière naturelle, là, on voit toute cette... alors, on a un peu de crépuscule au fond, donc là, c'est du orange un peu naturel. Mais localement, sur le site, ça tend sur le jaune, dans les vallées aussi. Donc on a envie de... On aime bien avoir un ciel un peu plus bleu. Donc je peux aussi essayer de changer à la main, là. Si je baisse simplement la température de couleur un petit peu, je récupère un ciel bleu un peu plus joli. Si on descend, on a plein d'autres réglages possibles. Alors on va avoir la saturation. Pour ça, je vous conseille de pas forcément trop y toucher. Ça va aussi faire sortir du bruit. Il y a un autre paramètre qui est intéressant, c'est la vibrance. En fait, la vibrance touche à l'intensité des couleurs, mais fait moins ressortir du bruit. Donc si vous trouvez vos couleurs un peu fades, vous pouvez tirer un petit peu là-dessus. Bon, vous pouvez mettre un peu de saturation éventuellement, hein. Vous pouvez toucher sur les deux, mais allez-y doucement. Ensuite, là c'est plus compliqué. Là c'est le... En fait, ça c'est une courbe qui va montrer si on a un affichage linéaire des niveaux de gris ou pas. Je vous conseille de ne pas spécialement y toucher, parce qu'en fait, en touchant au ton clair, ici, en fait, on a déjà fait ce genre d'ajustement sans s'en rendre compte. Ensuite, là, on a la netteté. Alors, la netteté, sur une photo de nuit, moi, je vous conseille de mettre le paramètre très bas, voire à 0, pourquoi pas. Et on a la réduction du bruit. Alors là, j'ai mes paramètres de prise de vue, ils sont là-haut. J'étais sur un temps de pause de 13 secondes à 2000 ISO. Alors, je dois avoir une image qui est quand même pas très bruitée. Je peux vérifier quand même. Là, on voit, si on regarde dans des zones très sombres, c'est quand même un petit peu granuleux. Ça, éventuellement, je peux le réduire ici en faisant un lissage de la luminance. Faut pas abuser de ce bouton quand même, parce que ça va tendre quand même à nous mettre l'image un petit peu floue, quoi, si je tire trop dessus. Voilà. Donc là, on est pas mal. Pour dézoomer, je retourne sur la loupe. Si je mets la loupe, en fait, ça me fait que zoomer. Si je veux dézoomer, il faut que j'appuie sur Alt en même temps. Photoshop, c'est un peu l'une des difficultés. Il y a quand même beaucoup de raccourcis clavier. Donc il faut les apprendre au fur et à mesure. Donc là, le raccourci à savoir, c'est Alt. Je vais aller voir autre chose. Là, quand on regarde mes étoiles en bord de champ, alors déjà, on voit qu'elles ont une forme de croix comme ça. Ça, c'est de l'astigmatisme de l'objectif. Beaucoup d'objectifs ont de l'astigmatisme en bord de champ. Là, il aurait été peut-être judicieux de le diaphragmer légèrement. Bon, là, c'est un détail. Si on diaphragme légèrement l'objectif, on a moins ce problème. En tout cas, on a aussi un autre problème qu'on voit en bord de champ, c'est une irisation des étoiles. On voit qu'on a un spot blanc au milieu, et puis d'un côté, ça part vers le violet, de l'autre côté, vers le vert. C'est du chromatisme. Quasiment tous les objectifs font ça. Alors là, pour le coup, la bonne nouvelle, c'est que ça se corrige bien. Photoshop fait vraiment ça bien. Là, par exemple, pour la partie qui est violette, eh ben, je vais aller la corriger un petit peu. Donc, je touche à ce curseur et je vais essayer d'enlever cette frange violette. Alors là, il m'a proposé une couleur par défaut. Il a l'air d'avoir bien détecté le problème. Éventuellement, si ça ne convient pas, on peut toucher un petit peu ici. Notamment, moi, j'ai pas vu trop de bleu. Voilà, on peut vraiment se centrer sur le rose. Donc d'un côté, voilà, on avait cette frange rose. Et de l'autre côté, on a une frange verte. Donc là, le logiciel, visiblement, a bien détecté la couleur qui pose problème. Donc là, je tire sur mon bouton et hop, je vais avoir éliminé une bonne partie du défaut. Alors attention à ne pas tirer trop fort dessus. Je vais mettre une correction trop forte volontairement. Ici, on ne voit pas trop le problème, mais ah, voilà. Voilà, en mettant une correction trop forte, là, on voit carrément des carrés complètement bizarres qui apparaissent autour des étoiles. Donc attention. Il faut bien mettre la bonne quantité. Si on surcorrige, on a d'autres défauts qui apparaissent dans l'image. Donc ça, c'est vraiment quelque chose
que Photoshop fait drôlement bien. Il y a plein d'autres logiciels, hein, évidemment, qui font ça. Donc voilà ce qu'on peut faire dans Camera Raw. Autre chose qu'on peut faire, moi j'aime bien s'il y a de la pollution lumineuse dans l'image. Si justement sur le paysage c'est un peu trop orange. Là on est en montagne, ça gêne pas trop, mais dès que vous allez être en plaine, l'horizon ça va être orange à cause de la pollution lumineuse. On peut s'amuser éventuellement à désaturer certaines couleurs. Là dans le ciel en fait, des choses oranges, il n'y en aura pas tellement. Là, tout ce qui est un peu orange, marron, ça va être surtout dans l'avant-plan. Donc là, je peux m'amuser à le désaturer. Alors si je désature complètement, ça devient gris, c'est peut-être un peu bizarre, et encore que. Mais si je désature fortement, c'est quand même mieux. Et je peux même couleur par couleur changer la teinte. Là, on a notre ciel qui est bleu. Bah, si on veut complètement faire virer sa couleur, on peut. Ça, là, en l'occurrence, ça n'a aucun intérêt. Mais par exemple, sur ma pollution lumineuse, je peux éventuellement toucher un peu sa teinte. Là, c'est affaire de goût, hein, tout ça est très subjectif, mais notamment si on l'a fait tirer sur le jaune, tout en l'ayant désaturé. On peut désaturer le jaune aussi, là, dans l'image, je trouve qu'il y en a un peu trop. Donc voilà, là je commence à avoir des réglages pas mal. Après on a aussi, là je suis revenu tout à gauche. Non, pardon, ouais, je vais rester sur la partie objectif, pardon, je vais un peu vite. Là on peut corriger éventuellement des déformations de l'objectif. Ça je conseille pas spécialement d'y toucher. Par contre ce qui m'intéresse plus c'est le vignettage. Le vignettage c'est un assombrissement de l'image en bord de champ. Et alors là je pense qu'on en a un petit peu. C'est ça, quand je rééclaire le bord de champ, on voit que ça apporte quelque chose. Alors, on va pouvoir éclairer une partie plus ou moins large au bord, donc ça on le règle avec le bouton du dessous. Là on voit que si je le mets à fond, j'éclaire surtout très très au bord. Mais en général, le vignettage c'est plutôt quelque chose de beaucoup plus progressif. Donc je vais plutôt me mettre bas ici. C'est un truc qu'on fait un peu au pif, hein, là, mais en tout cas ça marche bien. Il faut surtout éviter de surcorriger, évidemment. Voilà, je pense que comme ça, je suis bien là avec un paramètre à 38. Ça sautait pas aux yeux le défaut, hein, mais là, si je me remets à 0, pardon, on voit bien la différence. On voit bien que l'image était assombrie au bord. Voilà. J'ai encore, donc sur l'objectif, oui, j'ai fait le tour. Bon, les autres paramètres ici, il n'est pas utile de s'en préoccuper beaucoup. Et je vais revenir donc sur le truc principal ici. Ma balance des blancs, je suis pas très sûr en fait. Ah oui, elle s'était... Tiens, elle vient de bouger d'un coup là. Ah oui, elle est en automatique on dirait, c'est bizarre ça. Donc telle qu'elle a été comme ça, voilà, c'est ça. Et en automatique, il me la met comment? Ok, ouais, c'est pas mal en fait ce qu'il fait en automatique. Alors moi je déconseille de rester en automatique parce que là on va traiter plusieurs images et si on est en automatique en fait il risque de faire un réglage différent sur chaque image. Mais du coup je peux me mettre personnalisé tout simplement. Puis je remets le même paramètre, là. Lui il m'a proposé 4050 qui était pas mal. Peut-être un petit peu trop bleu, je peux remonter encore un petit peu. Peut-être me mettre vers, voilà, quelque chose comme ça. Et pour finir, là on a des petits boutons en bas que j'ai pas montré, qui sont intéressants aussi. On peut un peu accentuer les détails, les textures ici. Ça me sert pas beaucoup sur une photo de paysage, mais pour d'autres types de photos, ça sert parfois. La clarté, là c'est un peu pareil, ça sert pas beaucoup sur une photo de paysage. Mais bon, on peut éventuellement mettre un peu hein, si on trouve que l'image manque de peps. Là, je mets le paramètre à fond. Là où on voit que le paramètre est intéressant quand même, c'est qu'il participe à faire ressortir la voie lactée. Donc, il touchait légèrement, pourquoi pas. Mais vous voyez, doucement. Là, la correction du voile, bah, en fait, typiquement, si on avait une photo qui est voilée, ça enlèverait cet effet de voile.
C'est intéressant de toucher à ce bouton, juste voir ce qui se passe en fait. Selon les cas de figure, des fois, on peut observer des choses intéressantes. Ici, j'observe rien de pertinent, rien d'intéressant, mais voilà. En tout cas, là, ouais, un petit peu de clarté pour la Voie lactée, c'est intéressant. Et j'ai quasiment fait le tour. Je peux juste signaler qu'il y a d'autres outils là-haut. Il y en a un qui peut permettre de faire la balance des blancs par rapport à une référence. Par exemple, si je dis que ce qui est blanc dans mon image, en fait, c'est la coupole ici. Hop, je clique sur la coupole. C'est intéressant, hein. On voit en fait que le logiciel fait un réglage pas si éloigné de celui qu'on avait fait. Je vais me remettre tel que j'étais parce que moi ça me plaisait, mais voilà, on est dans le même ordre de grandeur. La coupole n'est pas forcément blanche dans la réalité, dans la réalité de la nuit, elle est peut-être éclairée par des lumières artificielles sur le site de l'observatoire, donc prendre un point blanc, c'est pas forcément quelque chose d'absolu. Mais par exemple, si on avait la Lune dans le ciel, qui ne soit pas surexposée, là c'est une bonne référence quand même pour prendre un point de référence. On a aussi des choses pour corriger les yeux rouges, là ça va vraiment pas nous servir en astronomie. On a des choses pour recadrer, bon voilà, tout un tas d'outils ici qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais il est intéressant de savoir qu'ils existent. Et on a aussi des outils pour corriger les poussières. Il faut essayer d'éviter d'avoir un sang passé plutôt d'avoir un objectif propre. Si on corrige les poussières, on risque aussi d'enlever des étoiles, donc pas très intéressant. Donc là, je fais mes réglages sur une image. On voit la différence avec la suivante. C'est fou, en fait, tout ce qu'on a dévoilé. Toute cette information-là, elle était dans l'image. Et maintenant, en fait, si je veux appliquer le réglage de la première image aux autres, je fais CTRL-A. Ça me sélectionne tout ce qui est en dessous. Et ensuite, je vais sur les trois boutons là, enfin les petites barres là, et je fais synchroniser les paramètres. Donc je choisis les paramètres que je synchronise. Moi j'ai envie de tout synchroniser, donc je laisse tel que c'est par défaut. Le logiciel réfléchit un peu et ça y est, il m'a traité toutes mes images. Alors une fois que je suis là, j'ai pas ouvert mes images en fait dans Photoshop encore. Donc j'ai deux solutions. Soit j'ouvre mes images dans Photoshop, donc là je vais faire ouvrir mes images. Soit je vais enregistrer mes images, ce qui serait plutôt ce que je ferais dans le cas de cette série de photos. C'est un timelapse, et le timelapse, je vais le monter derrière avec le logiciel Virtual DOM, donc je vais réenregistrer toutes mes images. Une fois qu'on a fait ces réglages-là, on peut les enregistrer, pourquoi pas, au format JPEG, parce qu'on ne va plus retoucher grand-chose dedans. Un JPEG peu compressé, c'est qualitatif. Donc là, on a tous les réglages, le répertoire, etc., le format choisi. Là, c'est JPEG, si je voulais du TIFF ou du PNG, qui sont des formats non destructifs, ou le format Photoshop, le PSD, je peux choisir tout ça ici. Et donc là, je ferai enregistrer. Donc voilà pour Camera Raw, c'est assez simple. Alors là, je vais passer dans Photoshop ce coup-ci. Donc j'ouvre simplement une image pour vous montrer un exemple. Et on va voir tout ce qu'on peut faire spécifiquement dans Photoshop. Là, il me demande le profil colorimétrique que je veux. Moi, je prends le profil incorporé par défaut. Je ne sais pas si c'est le meilleur réglage, mais voilà, peu importe. Alors, une chose en préambule, simple et importante. Là, je vais dans Filtre. Et en fait, il existe quelque chose qui s'appelle filtre de Camera Raw. Tout ce que je viens de vous montrer, en fait, vous pouvez l'appliquer même une fois que l'image est ouverte dans Photoshop. En fait, ce module Camera Raw, de base, tel que je viens de l'utiliser précédemment, ça fonctionne que si j'ai un fichier RAW. Là, c'est un format CR2 pour un appareil Canon. Ce serait un autre type de format chez Fuji, Nikon, etc., Sony. Mais en fait, il peut arriver qu'on fasse des photos au format JPEG, ça arrive avec nos smartphones, ça arrive avec tout un tas de dispositifs. Et bien malgré tout, en fait, je pourrais faire le même genre de réglage ici. Donc avec ce module Camera Raw, c'est quelque chose qui a été ajouté assez tardivement dans Photoshop, ça fait quelques années que ça a été ajouté, et c'est vraiment, vraiment pratique. Alors ce qui change simplement, c'est que la balance des blancs, on n'a plus des températures de couleur, parce que là, le logiciel n'a pas de référence. On est sur un format, si c'est un format JPEG, c'est un format déjà traité.
Mais en tout cas, on a tous les réglages pour régler le chromatisme, le vignettage, etc. C'est vraiment bon à savoir. On peut vraiment faire du travail sur du format JPEG. Alors, là, qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a plein de choses. Je ne vais pas vous montrer comment fonctionne tout Photoshop. Mais là, par exemple, on voit qu'il y a un avion qui est passé dans le ciel. Si ça ne me plaît pas, bah, ça, on peut éventuellement le corriger. Donc, il faut aller dans Filtre. Dans Bruit. Et voilà, Filtre anti-poussière. Non, pardon, je fais une bêtise, n'importe quoi. Non, il faut aller là, pardon. Là, en fait, si je fais clic droit, là, on a plusieurs outils correcteurs qui existent. Si je fais l'outil correcteur localisé, en fait, il va me faire directement une correction. Et ici, je peux régler sa largeur. Donc là, on a quelque chose de tout petit qui fait quelques pixels. Je vais mettre 9 pixels, par exemple. La dureté, en fait, on va avoir une correction qui se fait. Et les bords de la correction, on va dire s'ils sont plus ou moins flous. C'est bien qu'ils soient toujours... Enfin, souvent, c'est bien qu'ils soient un peu flous pour que la transition soit bonne. Et donc là, on voit, j'ai mon bouton pour corriger. Si je veux tracer des lignes droites, là, je laisse ma souris cliquer. Et hop, on voit, je peux faire une ligne droite, là, si je fais le bouton, si j'appuie sur le bouton Shift. C'est pas du tout ce que je veux faire ici, mais voilà, juste sachez que je peux aussi cliquer une fois. Et puis aller tout droit, comme ça, à la main. Là, j'ai choisi mon rayon de 9 pixels, là, c'est un petit peu petit quand même. Hein. Je vais choisir... Non, je suis même descendu à 7 pixels. Ouais. Moi, je vois qu'il me faut quelque chose clairement de plus large. Voilà. Oui, ça, en fait, si je clique une fois, que je relâche mon bouton de souris, ensuite j'appuie sur Shift et je reclique plus loin, voilà, là, ça me trace une ligne droite. Et là, voilà, je fais une correction de mon avion qui est presque invisible. Alors, je reviens en arrière. Il y a une autre façon de faire qui est de prendre l'outil pièce. Et dans ce cas, j'entoure mon avion à la souris. Je vais essayer de ne pas manger d'étoiles en même temps. Voilà. Donc là, j'ai mon avion qui est entouré. Bon, on peut faire une sélection plus ou moins propre. Et là, en fait, je peux aller choisir d'aller prendre de la matière ailleurs. Donc, je choisis un endroit où il n'y a pas d'étoiles, par exemple. Je relâche ma souris et hop. Et là, en fait, la correction s'est faite par rapport à cette zone ici. Là, on voit qu'elle ne s'est pas très bien faite à certains endroits. Mon outil précédent était meilleur. Bon, après, ça dépend de la largeur de la zone sélectionnée. Ça dépend de plein de choses. Donc ça, c'est le premier genre de choses important à savoir. Après, les réglages vraiment de base ici, donc on a couleur automatique, ça va être une balance des blancs automatique. Bon, on voit que c'est pas très heureux là, ça fait tout virer au vert. Juste sachez que ça existe. Des fois, ça fonctionne très bien. Notamment, moi je fais beaucoup d'imagerie planétaire pour régler les couleurs sur Jupiter. Ce réglage de couleur automatique fonctionne très bien. Là, on a le réglage de taille de l'image. Si je trouve que mon fichier est trop gros, je peux le réduire. Et puis, il y a plusieurs méthodes. Soit en conservant les détails, soit en faisant une image plus lisse. Enfin, il y a tout un tas de choses. Alors, après, on peut faire tout un tas de réglages qu'on a déjà vus indirectement. Là, on a luminosité, contraste. Ça, j'y touche pas beaucoup. Moi, ce que je préfère utiliser, c'est le réglage de niveau. Le raccourci, c'est CTRL-L, raccourci clavier. Là, en fait, on voit, on a, ça, c'est la quantité de pixels sombres. Après, la quantité de pixels gris un peu plus moyen. Et la quantité de pixels clairs. Donc, on voit qu'on a peu de pixels clairs, c'est logique, on est la nuit. Et donc, on peut déplacer ces curseurs pour changer le contraste de notre image. On peut changer par le haut pour rendre l'image plus claire, ou par le bas, au contraire, pour la rendre plus foncée. Ici, on a déjà fait des réglages d'entrée de jeu dans Camera Raw, donc il n'y a pas forcément lieu de beaucoup retoucher. Hein, mais
Et au milieu, on a le bouton de gamma. En fait, là, pour le coup, on ne va pas rendre l'image toute noire ou toute foncée, mais on va choisir d'affecter plus de niveau de gris au ton foncé ou alors plus de niveau de gris au ton clair. Bon, là, je vais laisser un, c'est juste pour montrer que ça existe, hein. Donc après, si on se balade dans ces réglages, on a plein de choses. La vibrance dont on a déjà parlé, la saturation, on peut passer en négatif, on peut faire tout un tas de choses. Mais disons qu'ici, dans ce menu, la chose principale, c'est ça. Alors après, l'autre grand truc de Photoshop quand même à connaître, ce sont les calques. On a cette fenêtre sur la gauche ici de calque. Est-ce qu'on la voit? Hop, je vais peut-être la rapprocher pour être sûr qu'elle soit... Voilà, je vais la mettre par là, comme ça on la voit bien. On a les calques et les couches. Hop, je les remets ensemble. Donc hop, je me remets sur calque. Cette fenêtre-là, si elle n'est pas visible, on va dans fenêtre. Et on clique sur calque pour les afficher, tout simplement. Ah oui, en passant, on a aussi la fenêtre d'historique qui est ouverte. On peut la fermer, l'ouvrir ici, là, en choisissant. L'historique, c'est très important, hein. L'historique, ça permet de revenir en arrière sur nos réglages. Donc ça, c'est fondamental dans Photoshop. Ça permet de revenir plus ou moins loin. Vraiment très important. Donc ma fenêtre de calque, ici. Hop. En fait, je peux par exemple dupliquer mon image. Et mettons que je veuille par exemple réduire le bruit dans les zones sombres qui se trouvent en fait surtout dans l'avant-plan. Je peux faire filtre, réduction du bruit. Là on a de très bons algorithmes qui sont en partie ceux de Camera Raw, hein. Hop, là je zoome. Je vais dire bah oui, non, je ne veux pas conserver les détails. On a cet outil là de réduction du bruit de la couleur, ça c'est très, très efficace, hein, sur de la photo de paysage. Alors le problème de la réduction du bruit de la couleur, c'est que si on a des couleurs sur les étoiles, ça va nous les enlever. Donc sur l'avant-plan, ce paramètre de réduction du bruit de la couleur, c'est drôlement bien. Mais sur les étoiles, ça va me dénaturer mes étoiles. On voit la traînée d'avion là, qui est un petit peu orange aussi. La réduction du bruit de la couleur, ça m'enlève sa couleur. Donc voilà, je mets le niveau bas là pour lisser tout ça. Je fais OK. Donc là, en fait, voilà, j'ai appliqué mon paramètre de réduction du bruit. Ça va m'intéresser beaucoup sur l'avant-plan, moins pour le ciel. Bah là, vu que j'ai dupliqué mon calque, eh ben, je peux revenir sur ce que j'avais là-haut. Dans ce cas, je prends la gomme. Si je veux récupérer sur le calque du dessous l'image où on n'a pas réduit le bruit, et sur celle du dessus, le bruit qui a été réduit un peu partout, ben là je prends ma gomme et puis en fait je vais effacer les zones de l'image que je ne souhaite pas. Si on veut mieux voir, là on enlève le calque du dessous et on voit très bien ce qu'on efface. Là aussi on peut jouer sur la dureté du bord, hop, la largeur, etc. Voilà, tchac. Donc là c'est vraiment mon ciel de l'image du dessous qui va être pris en compte. Là, je montre une façon de faire. Il faut savoir que dans Photoshop, il y a plein de façons différentes de faire. En fait, c'est comme si on avait une boîte à outils en face de soi. Et pour faire un bricolage donné, on peut y arriver avec plusieurs outils différents. Donc ce que je montre, évidemment, c'est pas universel du tout. Il y a des gens qui vont, pour faire ce que j'ai fait, qui ont utilisé des masques de réglage. Il y a tout un tas de choses assez compliquées. Là, vous pouvez aller vous balader dans YouTube. Il existe plein de choses pour la photo classique que vous pouvez utiliser pour l'astronomie. Là, je montre la façon dont moi je fais, mais je sais qu'il en existe plein d'autres que je connais aussi, mais après on utilise ceux avec quoi on est le plus à l'aise. Là, dans les filtres, on va trouver plein d'autres choses.
Ah, il y a le filtre anti-poussière, là, je l'ai cliqué tout à l'heure par erreur. Ah oui, alors, hop. Mes deux images, là, si je suis content de ce que j'ai fait sur la réduction du bruit, je peux très bien décider de les fusionner. Je fais CTRL majuscule E. Voilà, là, elles sont fusionnées. Et donc, si je fais filtre, bruit, anti-poussière, en fait, on voit qu'il va essayer d'enlever les poussières qu'il y a dans l'image. Et évidemment, pour lui, une étoile, ça ressemble à une poussière. Donc, je choisis la taille de la poussière en pixels, ici, 4 pixels. Et je choisis le contraste de la poussière. C'est-à-dire que si je prends une poussière... Enfin, là, je lui dis qu'il faut que la poussière soit ultra contrastée. Là, ça me remet un peu des étoiles. Ce que je vous montre là n'a assez peu d'intérêt sur une photo du ciel. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Le filtre anti-poussière, c'est assez puissant. Et en fait, si néanmoins j'avais une poussière dans mon image, au milieu des étoiles, si je veux attaquer... par exemple, imaginons que mon avion, justement, je considère mon avion comme une poussière. Et en fait, je peux le sélectionner. Et là, je fais mon filtre. Bruit, anti-poussière. Et là, j'attaque que la zone en fait que j'ai sélectionnée. Bon, il faudrait faire des réglages plus fins, etc. Mais c'est l'idée, quoi. Bon, voilà, je vais pas faire plus long, je pense. En fait, il y a plein de menus dans Photoshop avec certains libellés assez explicites. Il faut bien avoir en tête qu'ici, on a tout ce qui est toutes les fenêtres qu'on peut afficher. On a d'autres fenêtres qui existent. C'est un logiciel dont on n'a jamais fini de faire le tour, Photoshop. Donc voilà, explorer tout ça. Mais là, je vous ai vraiment montré le fondamental, un petit peu, de comment on peut régler une photo de paysage pour la rendre la plus présentable possible. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long sur cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, c'est toujours apprécié, voire un commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. Et surtout, n'oubliez pas de suivre la chaîne de Ciel Espace, c'est très important pour nous. Et n'oubliez pas d'aller voir notre hors-série, donc il est en kiosque, il sort le 14 avril 2022. Il sera en kiosque pendant 2 mois, il me semble. Et une fois qu'il ne sera plus en kiosque, il sera toujours possible de le consulter en version numérique sur le site de Ciel et Espace et de le commander encore en version papier via le site de Ciel et Espace pendant une durée indéterminée jusqu'à épuisement des stocks. Et je vous souhaite bon ciel et puis je vous dis à bientôt.